Les couleurs, voilà ce qui nous frappe d'emblée lorsqu'on découvre la Chine. Notre œil est d'abord attiré par les teintes vives, ou plus subtiles. La couleur d'un fleuve, l'éclat d'une fleur, d'une sculpture, d'un monument, d'un costume traditionnel ou d'un objet précieux. Alors, pourquoi ne pas explorer la Chine à travers le filtre d'une couleur? Dans la culture chinoise, le jaune est tour à tour symbole de gloire, de fertilité, de sagesse, mais aussi d'érotisme. Partons à la découverte de la Chine à travers la couleur jaune. Le jaune est de loin la couleur la plus chargée de symboles en Chine. Une expression affirme même que le jaune génère le yin et le yang, mettant le jaune au centre de toutes les couleurs. Le jaune est donc devenu la couleur de l'homme qui se situe pour les Chinois au centre de l'univers, l'empereur. Tout comme le soleil, il est au centre du ciel. À partir du XIVe siècle, Pékin devient la capitale de la Chine. Et la couleur jaune, la couleur exclusive de la famille impériale. Un siècle plus tard, les empereurs chinois ont leur résidence, la cité interdite. Située au centre de Pékin, elle couvre un quadrilatère de 72 hectares, dont 50 de jardins. Selon la légende, elle compterait 9 999 pièces. Le chiffre 9 chez les Chinois est symbole de longévité. La construction de la cité interdite dura 14 ans et plus d'1 million d'ouvriers travaillèrent à son édification. Avant 1924, année où elle a été ouverte au public, seul l'empereur et sa cour avaient le droit de s'en approcher et de la regarder. À 3 heures de route au nord-est de Pékin, se trouve la Grande Muraille. Plus de 6000 km érigés au nord du pays pour se protéger des invasions mongoles. C'est ici, dans la province de Hebei, que se trouve sa partie la plus ancienne. Elle est essentiellement constituée de pierres de l'os
une roche sédimentaire jaune formée par l'accumulation de limon. La construction de la Grande Muraille commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il faudra 2 millénaires pour qu'elle soit achevée. Aujourd'hui, sous l'action de l'activité humaine et de l'érosion, elle se dégrade. Liang Qingli habite la région depuis sa naissance. Il s'est donné pour mission de sauvegarder la Grande Muraille, dont il connaît le moindre secret. Vous voyez cette couleur? Elle est magnifique quand le soleil illumine ces briques. Regardez son reflet, on dirait de l'or. Les murs sont construits avec des briques faites à partir de riz gluant, de chaux, de leuce et de grès. La couleur de ces briques est très similaire à celle de la montagne et des alentours. À l'époque, ceux qui construisaient la muraille utilisaient les matériaux trouvés sur place. Regardez ce que j'ai trouvé. On appelle ça une shilei. C'est une grenade ancienne. On mettait la poudre avec une mèche et on la jetait depuis la muraille. Cette arme shilei date de la dynastie Ming, il y a une centaine d'années. Parfois, je vais sur la muraille pour essayer d'en trouver. Je cherche dans les rochers ou dans les champs. Ce matin, par exemple, j'ai trouvé ça à côté d'une tour en bas. C'est un fragment de stèle avec des caractères. Il est très beau. Venez! Venez, suivez-moi! D'ici, on peut voir une deuxième tour de guet, là-bas avec les arbres. À l'époque, on signalait l'ennemi depuis les tours avec de la fumée. Quand on repérait les ennemis, on criait « Des ennemis approchent !» Du coup, les soldats voyaient la fumée. Ils se dépêchaient de se rassembler dans cette tour et ils organisaient le combat contre les envahisseurs. Chaque tour de guet est reliée par un mur de protection mesurant 6 à 7 mètres de hauteur et 4 à 5 mètres de largeur. Il permettait aux soldats de se déplacer rapidement et en grand nombre. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée d'une tour à 2 étages. Imaginez un toit avec des tuiles au-dessus de nos têtes. Venez par là. Là, c'est une meurtrière. Avant, il y avait une cloche pour sonner l'alerte. À tour de rôle, les soldats étaient postés ici. Ils montaient la garde et guettaient l'ennemi. Cette partie, la plus ancienne, a longtemps été laissée à l'abandon. Ces pierres ont même été utilisées pour des constructions pendant la Révolution culturelle. Depuis plus d'1 siècle, la Grande Muraille n'a plus aucun usage militaire. S'il ne devait rester qu'un soldat pour la défendre, Qingli serait celui-là.
Depuis 10 ans, il travaille au sein d'une ONG qui lutte pour la préservation de la Grande Muraille de Chine. Bienvenue aux limites frontalières de la Grande Muraille de Chine de Tangshan. Aujourd'hui, avec la brume, c'est encore plus beau. Messieurs, dames, quand vous visitez la Grande Muraille, faites attention à ne pas laisser traîner de déchets pour ne pas gâcher ce beau paysage. Je compte sur vous pour faire le nécessaire pour préserver ce monument exceptionnel de notre patrimoine culturel. Merci, nous tiendrons compte de ce conseil. Cette muraille, c'est un peu comme une personne âgée. Elle est très fatiguée. Quand je ne pourrai plus bouger, je souhaite que mes enfants poursuivent mes efforts et qu'ils préservent cette merveille architecturale qu'est la Grande Muraille de Chine. Dès l'Antiquité, le jaune est associé à un élément, la terre. Cette terre jaune avec laquelle la Grande Muraille a été construite, on la retrouve partout dans le nord de la Chine, et notamment dans le village de Lijiashan, un village de maisons troglodytes. Des centaines de peintres venus de toute la Chine se réunissent ici pour essayer de fixer sur leur toile toutes les nuances de jaune qu'offrent ces maisons creusées dans la montagne. La naissance du village remonte à la dynastie Ming il y a plus de 5 siècles. Il y a beaucoup d'éléments de la culture chinoise ici. La manière dont les maisons sont agencées, décorées. Tout ici raconte nos traditions. C'est ce qui rend ces maisons si belles. Aucune de ces grottes n'est identique. C'est ce qui leur donne du charme. Et c'est aussi ça qui donne envie de les peindre. D'abord, j'utilise de l'encre diluée pour dessiner la structure. Puis je travaille sur les couleurs. Les maisons, sous les rayons du soleil, notamment au lever et au coucher, ont une gamme de couleurs très étendue. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Le village se trouve sur les rives du fleuve Jaune.
Sa topographie est différente du reste de la Chine. Ces grottes sont belles, car elles sont restées primitives. C'est précisément ce que nous venons peindre. Leur structure est unique, notamment ces toits en saillie. Ce jaune unique est lié au plateau du Leuss et au fleuve Jaune. Ce sont de grandes étendues de terre jaune. Mis à part le vert des arbres, tout est jaune ici. Dans la peinture traditionnelle chinoise, le jaune appartient à la famille des ocres. Chen est né dans ce village, mais comme beaucoup d'autres, il est parti pour la ville quand il était en âge de travailler. Il revient de temps en temps pour aider sa mère, qui a reconverti leur maison familiale en auberge. Regarde qui je t'amène, maman. Bonjour et bienvenue chez moi. Tenez, goûtez mes tomates. Elles sont sans engrais. Chen et sa mère accueillent principalement des groupes de peintres amateurs, à qui il arrive parfois de payer leur séjour avec leurs œuvres. Cette grotte a 101 ans. Le plafond a été construit avec des briques. Les enduits ont ensuite été faits avec de la terre. Les murs aussi ont plus de 100 ans. Ils n'ont pas changé. Sous nos pieds, le sol est aussi fait avec des briques. C'est impossible d'élargir ou d'agrandir les pièces. Si par exemple on crée un deuxième niveau, la grotte s'affaisserait. Ici, c'est à la fois la cuisine, le salon et la chambre. Tout est dans la même pièce. En hiver, l'épaisse couche de terre au plafond permet de conserver la chaleur. En été, la terre isole également très bien de la chaleur. Du coup, la température n'augmente pas. Donc il fait doux en hiver et frais en été. C'est pour ça que j'aime vivre ici. En hiver, on peut utiliser le poêle pour chauffer la pièce. La chaleur est transmise au lit également. En été, on n'a pas besoin de climatiseur, ni de ventilateur. Sur chacune des portes et des fenêtres, il y a des inscriptions différentes. Ici, on peut lire les caractères suivants: fortune, prospérité, longévité, bonheur. Autrefois, les habitants accordaient une grande importance à ces symboles. Au fil des ans, les différents architectes se sont efforcés de conserver ce style. C'est aussi ces symboles qui attirent les touristes. Quand on était petit, il y avait toujours plein d'enfants dehors.
On était souvent une dizaine, une vingtaine. On traînait dans tout le village. On descendait de la montagne et on allait chercher du maïs, des pastèques, etc. Il fallait aussi qu'on porte l'eau sur nos épaules. On partait dans les montagnes en petits groupes et on rapportait l'eau au village. Pour le Nouvel An, on allait de ce côté de la montagne. On portait des baluchons sur nos épaules et on allait faire le marché. Je vais vous montrer un endroit que seuls les habitants du village connaissent. Voilà, on y est. Ces grottes ont plus de 600 ans. Contrairement aux plus récentes, elles n'ont pas de façade. Ceux qui les ont aménagées les ont directement creusées dans la montagne. Malheureusement, la terre s'est effondrée et ça a bouché les grottes. La province de Shanxi est en train de classer le village en site protégé, l'occasion de freiner l'exode de ses habitants. Ces 20 dernières années, beaucoup de villageois sont allés vivre dans la plaine, sur les rives du fleuve Jaune, là où l'activité économique se développe depuis des siècles. Avec ses 5500 km de long, le fleuve Jaune est le deuxième plus grand fleuve chinois. Son nom lui vient de sa couleur boueuse, liée à sa forte teneur en lœss et en limon, qui ont fertilisé les grandes plaines du nord de la Chine. Les Chinois vénèrent ce fleuve nourricier qu'ils considèrent comme le berceau de leur culture. Chaque année, ils sont des millions à visiter sa principale attraction, les chutes de Hukou. Une particularité géographique à l'endroit même où le lit du fleuve Jaune passe de 300 à 50 mètres de largeur. Bin Hao s'occupe depuis 20 ans du développement touristique des chutes de Hukou.
Pendant des années, le nombre de touristes n'a fait qu'augmenter. La raison principale, c'est que le fleuve Jaune est surnommé la mer de la Chine. Parce que le fleuve Jaune a toujours apporté la prospérité aux Chinois. Il est à l'origine de notre civilisation. En tant que Chinois, chacun a envie de venir voir les chutes, histoire de prendre le pouls de notre mère à tous. Les chutes d'Oukou constituent la seule cascade jaune au monde. Elle se distingue des autres cascades dont les eaux sont plus limpides. Ça peut paraître étonnant, mais à sa source, le fleuve Jaune est plutôt très clair, car son eau provient de la fonte des neiges. Après avoir traversé la Mongolie intérieure, beaucoup de vases s'ajoutent à son eau. Voilà d'où le fleuve Jaune tient sa teinte si particulière. On pourrait dire qu'aux chutes d'Oukou, la couleur jaune du Leuss et la teinte dorée du fleuve se répondent, s'illuminent mutuellement. Pour nous, la couleur jaune symbolise l'espoir. Depuis toujours, pour les gens d'ici, cette teinte représente leur foi en l'existence. Je vous emmène dans la grotte du Dragon. On dit que le fleuve Jaune descend des hauteurs célestes. Même après 20 ans passés à travailler sur ce site, je ressens toujours un sentiment très fort envers les chutes d'Oukou. Quand je me retrouve face à des problèmes dans ma vie ou que je n'ai pas le moral, je viens ici, près de la cascade. Elle est si inspirante qu'elle a le pouvoir d'emporter tous mes soucis dans les embruns montants.
Si au fil des siècles le jaune est devenu la couleur du pouvoir, il a toujours été très présent dans la religion bouddhiste qui s'est imposée en Chine dès le 1er siècle après Jésus-Christ. De nombreux temples dans le pays en attestent. Le jaune, considéré comme une couleur venue du ciel, recouvre les toits et les ornementations. L'or représente la couleur du corps de Bouddha. Plusieurs fois par jour, les moines bouddhistes font tourner les moulins à prière, des cylindres dorés dont les prières sont censées se répandre dans les airs. Un des exemples les plus spectaculaires de l'association du jaune et du divin se trouve à Shanghai, au cœur d'un des quartiers les plus animés. Le temple Jin'an, le temple de la paix et de la tranquillité, construit au IIe siècle, fut entièrement détruit par un incendie pendant la Révolution culturelle. Sa rénovation date des années 80. Hong Kong. Cette ancienne colonie britannique est depuis 1997 rattachée à la Chine. Malgré la rétrocession, Hong Kong continue de cultiver une identité particulière. Derrière ces airs de city londonienne ou de petit New York de l'Asie, c'est une ville chinoise où bat le cœur d'une population venue majoritairement de Canton et de Shanghai. C'est ici qu'on trouve dans certains quartiers la plus forte densité de population de la planète. La ville égrène au fil de ses rues ses multiples visages, et derrière ces buildings, on trouve parfois des havres de paix, où l'on oublie un instant la folie urbaine. Le temple des 10 000 Bouddhas est justement un petit modèle de tranquillité. On y accède en pénétrant une forêt qui enveloppe les visiteurs d'un calme apaisant. La construction débute en 1949 et s'achèvera 17 ans plus tard. Le temple des 10 000 Bouddhas tire son nom de ces innombrables statues qui peuplent l'ascension vers son monastère. Des Bouddhas de toutes sortes, corpulents, maigres, chauves ou chevelus, joyeux, énigmatiques, sévères ou tristes. Ils évoquent tous une expression ou un moment de la vie de Bouddha. Ce temple attise la ferveur des bouddhistes de toute la Chine et l'enthousiasme des nombreux visiteurs étrangers. Je suis en voyage ici. Je viens de Quanzhou, dans la province de Fujian.
Ce temple de Bouddha est très renommé. Il est connu pour apporter la santé, la prospérité à toute la famille. Cet endroit est connu dans le monde entier. Je ne pouvais pas ne pas le visiter. Monter jusqu'ici, ça demande un certain effort. C'est une sorte de défi. Lorsqu'on arrive ici, on prie Bouddha, et cela nous procure une grande sérénité. Ce grand nombre de Bouddhas représente une source de pouvoir. Les couleurs de Bouddha sont le rouge et le jaune. Et la couleur dorée, c'est le symbole de la prospérité. C'est l'un des plus vieux temples de Hong Kong. Je viens ici depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, même adulte, je continue à venir au moins 2 fois par an. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est le nombre de statues de Bouddha. Ce sont les fidèles qui les ont peints. Lorsqu'ils en ont les moyens, ils viennent les recouvrir de peinture dorée. Au début de l'année, je me suis promis de revenir si j'en avais le temps, pour remercier les dieux, parce qu'ils ont veillé sur moi toute l'année. La tradition veut que lorsque l'on demande quelque chose aux divinités et qu'elles exaucent nos vœux, on revienne ici à la fin de l'année pour les remercier et leur demander miséricorde. Au sommet de la colline, là où les fidèles viennent prier, se trouve le temple principal qui abrite 12 800 Bouddhas miniatures. Chaque Bouddha a été offert par les fidèles depuis la fondation du monastère. Ladies and gentlemen, welcome to the RH train of Taiyuan Passenger Transportation Section. 零食小吃、酒生饮料。
Loin du monde religieux, le jaune a également une signification plus surprenante en Chine. Au XXe siècle, la couleur va devenir celle de l'érotisme et de la pornographie. Dans la province de Jiangsu, à 2 heures de Shanghai, se trouve le musée du sexe. Il a été créé par un professeur de sociologie. En 40 ans de recherche et de voyage, Liu Dalin a recueilli plus de 1600 objets et œuvres d'art du monde entier pour retracer 9000 ans d'histoire de la sexualité. Si on réprime sa sexualité, alors elle va être encore plus exacerbée. Le sexe, c'est comme la bière. Plus la pression est forte, et plus ça jaillit fort quand on décapsule la bouteille. Voici une œuvre d'art contemporain. Elle s'appelle « On ne peut rien y faire ». L'idée, c'est que la sexualité est une partie inhérente de l'être humain et qu'il est impossible de la réprimer. On ne peut rien y faire. Si vous regardez cet homme, il est complètement enchaîné. Sa bouche, ses mains et ses pieds sont liés. Alors que son sexe n'est pas enchaîné. Il ne peut pas être enchaîné, ça fait partie de sa condition profonde. La Chine possède de nombreuses peintures érotiques, mais celle-ci possède une force particulière. Il s'agit d'un long rouleau intitulé « Ruisseaux, feuilles et montagnes ». On y voit tout d'abord un couple accompagné de leurs servantes qui partent vers les montagnes. Dans la deuxième scène, on peut voir le couple se laver avec l'eau pure de la rivière. Ensuite, le couple va trouver un endroit pour faire l'amour. Là, vous voyez, la domestique tient une ombrelle au-dessus d'eux pour les protéger du soleil. Après, ils refont l'amour dans d'autres lieux. Ce rouleau de peinture est vraiment très original. Nous avons créé ce musée de l'histoire de l'érotisme pour montrer au public que la Chine était jadis un pays où la culture érotique était très présente. L'érotisme était très développé, très raffiné et profondément ancré dans la culture. Jusqu'aux dynasties Han et Tang, la sexualité est très visible, assumée. Cette ère est marquée par un pic de développement et de prospérité dans l'histoire de la Chine antique. Cette prospérité s'accompagnait d'une grande liberté pour le peuple. Sous la dynastie Tang, on était libre de se marier avec qui on voulait. Divorcer, se remarier après avoir perdu son conjoint, tout cela était normal. Une personne pouvait avoir un ou deux partenaires sans avoir à craindre les critiques de la société. Regardez ce dessin. Un homme et une femme font l'amour, mais la femme a gardé ses chaussures. En fait, les femmes avaient les pieds bandés. C'était une pratique douloureuse. Les femmes ne pouvaient pas parcourir de longues distances. Du coup, elles ne pouvaient pas s'éloigner du foyer et de leur mari. Elles n'avaient alors pas d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper de leur mari et de leurs enfants.
Cette contrainte leur donnait également une démarche qui les faisait rouler des hanches et des fesses. De plus, suite à des recherches, on a découvert que ce mouvement particulier avait pour conséquence de rétrécir leur vagin. À partir du Xe siècle, la société féodale chinoise se désagrège. Le conservatisme prend le dessus, le sexe et toutes ses représentations deviennent tabous. Alors les gens se sont mis à trouver des substituts au mot « sexe ». On parlait de roman jaune, la couleur de l'érotisme en Chine, de film jaune. Il y a encore une trentaine d'années, dans les films chinois, c'était absolument impossible d'avoir une scène où deux personnages s'embrassaient. Si deux acteurs s'embrassaient sur la bouche ou sur la joue, c'était déjà considéré comme de la pornographie. Désormais, le baiser est devenu quelque chose de banal. Depuis la proclamation de la République populaire de Chine, et notamment depuis les réformes d'ouverture dans les années 80, la société chinoise est redevenue prospère et le pays puissant. Les gens sont de plus en plus à l'aise avec la sexualité. La société chinoise jouit de plus en plus de liberté, y compris sur le plan de la sexualité. Je pense qu'il faut promouvoir une plus grande ouverture d'esprit. La sexualité est quelque chose de tout à fait naturel. Il ne doit pas y avoir de discrimination. La sexualité est un droit de l'homme. C'est dans la nature humaine. À la fin de l'été, la campagne chinoise offre toutes les nuances de jaune. Des champs de colza aux rizières en terrasse, le jaune devient alors synonyme de fertilité et d'abondance. C'est dans la province de Zhejiang, au sud de Shanghai, que l'on trouve les plus célèbres rizières en terrasse. Situées entre 200 et 1400 mètres d'altitude, elles sont les plus anciennes et les plus difficiles à entretenir. Il y a 10 000 ans que l'homme a appris à cultiver le riz. Il est la base de l'alimentation chinoise. Dans cette région, les terres agricoles se transmettent de génération en génération. Tian a repris les rizières familiales. Elles sont sa principale source de revenus. Pour nous, le riz est très important, car nous en mangeons tous les jours. Ici, chaque foyer, chaque famille cultive du riz. Quand l'hiver arrive, chaque famille plante du riz. Et ensuite, on peut en manger tous les jours de l'année. Le riz de notre famille est bien meilleur que celui des autres, parce que nous utilisons très peu de pesticides, moins que les autres. Ici, dans les montagnes, il y a peu d'insectes. C'est bien plus compliqué en haute altitude que dans la plaine. Par exemple, ici, les trajets entre la maison et les rizières se font à pied. Nous faisons presque tout à la main, alors qu'ailleurs, les gens ont des machines. Nous, les paysans de la montagne, nous avons une vie dure. Nous faisons un travail difficile.
Pour nous, le meilleur moment, c'est celui de la récolte. On rentre à la maison et on a du riz à manger. Celui-là, on ne le vend pas, on le garde pour nous. On se retrouve entre proches, on s'invite les uns les autres pour partager un repas. On va chez eux, ils viennent chez nous. Ici, on s'entraide. On partage la dureté du travail, mais on est aussi heureux de se retrouver pour passer de bons moments. Jaune d'hier et d'aujourd'hui, paysage ou œuvre d'art, la couleur de l'empereur s'impose toujours. Elle illumine l'âme de la Chine à travers les siècles, d'un soleil immuable qui n'a pas fini de briller.